Bonjour à tous et à toutes. Nous allons faire cette séance de webinaire sur le travail des représentants du personnel. Nous allons co-animer cette séance. Moi, je suis Antoine Raymond. Je suis donc responsable du pôle études et prospectives du Centre Études et Data du groupe Alpha. Et Amandine Michelon, je suis chargée d'études au pôle études et prospectives du Centre Études et Data au groupe Alpha. Alors, on va partager avec vous le document. Hop. En fait, l'enquête sur laquelle nous avons travaillé, c'est une enquête que nous avons menée avec CECAFI, donc CECAFI et Centre Études et Data. Le Centre Études et Data, c'est une équipe qui appuie, donc c'est une équipe qui est au service des deux branches du groupe, CECAFI et Sémaphore. Et c'est une équipe qui réalise principalement deux types de travaux. On appuie notamment les consultants du groupe Alpha dans leur mission, en mobilisant et en analysant un ensemble de bases de données. Et donc, certaines de ces bases de données sont relatives au dialogue social et à la négociation collective. Donc, peut-être que vous connaissez déjà certains de nos travaux, notamment à partir des accords d'entreprise, puisque on a structuré en fait la base des accords d'entreprise de Légifrance. Et donc, ça nous permet de mener des travaux assez fins sur le sujet, ce qui est particulièrement utile dans les accompagnements à la négociation. Et donc, deuxième type de travaux, en fait, on réalise des études, des recherches et des enquêtes. Et donc, c'est à ce titre-là que nous avons mené l'étude sur les représentants du personnel, donc un questionnaire qui a été largement diffusé. Alors, pourquoi, du coup, avons-nous fait cette enquête spécifique aux IRP? D'abord, en fait, on avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était qu'on voulait considérer ce travail de représentation comme un travail à part entière, même s'il repose sur un engagement de nature différente. Ce qu'on voulait faire, c'était décrire la réalité du travail des représentants du personnel. Et comme tout travail, du coup, eh bien, il repose sur la mobilisation de ressources et de savoir-faire, donc qui doivent être identifiés car souvent ils sont invisibles. Ensuite, comme tout travail, il suscite des besoins qu'il va falloir repérer. Et comme tout travail, il est exposé à des facteurs de risques psychosociaux qu'il va falloir mettre en exergue. Donc cette structuration de l'analyse va nous permettre de favoriser les échanges pour identifier des leviers d'action qui vont notamment ensuite permettre d'engager une réflexion sur les modalités de prévention à mener et de repérer des bonnes pratiques à diffuser. Alors, ce que l'on peut dire également, la deuxième raison pour laquelle on a fait cette enquête, c'est que le contexte dans lequel on s'est inscrit s'y prêtait particulièrement. Pourquoi? Parce que on a eu donc la fusion des IRP, avec notamment une modification des conditions de travail, puisque de passer de 3 instances à une, c'est pas neutre. Ensuite, on a eu une échéance du cycle de renouvellement des instances. La première phase, la première période de passage au CSE s'est achevée, et là, donc, on est arrivé à la période de renouvellement. Et troisième raison, c'est qu'on avait mené aussi une enquête, en fait, il y a 10 ans sur le sujet. Et on avait, il y a 10 ans, 3868 répondants CHSCT et CE. Donc, c'était en 2014. Aujourd'hui, on est parvenu donc à 3850 réponses.
Donc on est plutôt satisfait de ce résultat, puisque quand même, entre-temps, il y a moins d'élus, ne serait-ce que parce qu'il y a moins d'instances. Voilà, donc c'est une enquête importante. Alors, c'est une enquête qui traduit la diversité des représentants du personnel, puisqu'on voit qu'elle est en fait, on a couvert à peu près toutes les tailles d'établissement. On a 37% de répondants qui sont issus d'établissements de 1000 salariés ou plus, 30% entre 300 et 999, et 33% moins de 300. Donc là, en fait, on voit qu'on a une répartition sur toutes les tailles d'établissement. C'est une enquête qui concerne également tous les secteurs d'activité, y compris la fonction publique hors santé, avec une représentation plus importante, 34%, notamment dans l'industrie. De la même façon, on a une quasi-parité avec 54% d'hommes et 46% de femmes. On a également une diversité de mandats qui sont représentés, avec donc des représentants du personnel qui sont principalement quand même élus au CSE ou CSE d'établissement, 79%. Mais vous voyez également comment se répartissent les autres mandats entre délégués syndicaux, membres de CSSCT, représentants syndicaux au CSE. Donc, principalement quand même des élus de CSE, avec le fait que 65% des répondants exercent plusieurs mandats et que 33% des répondants n'ont connu que le CSE. C'est-à-dire qu'on a des primo-représentants du personnel, donc des gens qui n'avaient jamais exercé de mandat au moment où on avait encore les CE, les CHSCT. Donc, on va passer maintenant aux premiers enseignements de cette enquête, après en avoir dressé un peu les objectifs et son périmètre. Donc, pour ça, je laisse la parole à Amandine. Merci. Très rapidement aussi, pour préciser que vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de cette présentation et qu'on a prévu un temps d'échange pour répondre à vos questions à la fin. Donc, dans ce webinaire aujourd'hui, on va essayer de vous livrer de la manière la plus synthétique possible quelques enseignements de cette enquête. Le premier constat, c'est celui du caractère ambivalent de l'engagement dans un mandat. 94% des répondants se disent fiers de leur rôle et 90% s'y sentent utiles. Pourtant, 50% des représentants du personnel déclarent penser parfois ou souvent à cesser toute activité de représentation du personnel. Pourquoi? On a deux dynamiques qui s'opposent. Un engagement fort dans le mandat, mais des points de tension majeurs. D'un côté, cet engagement, il est vecteur de sens au travail, il est source de fierté, il est facteur d'intégration dans l'entreprise, mais aussi parfois en dehors de l'entreprise, et il est source de montée en compétences. Mais d'un autre, cet engagement n'est pas neutre, et l'enquête fait ressortir des contraintes de temps et de moyens, à la fois humains et matériels, des facteurs de tension, des situations d'exposition à des risques psychosociaux et le sentiment que son engagement constitue un frein à sa carrière professionnelle. Ce premier constat, c'est un constat qui est assez fort pour nous parce que, dit autrement, vous êtes la moitié à exprimer une forme de lassitude alors même que votre engagement sert les salariés et l'entreprise. Différentes dimensions de l'engagement ont un impact sur le ressenti global des représentants du personnel. Le temps alloué au mandat, les moyens alloués au mandat, la formation, les rapports sociaux entretenus pendant son mandat, les contextes d'exercice du mandat et bien sûr les caractéristiques inhérentes au mandat, c'est-à-dire le type de mandat que l'on exerce, le nombre de mandats, et les profils sociodémographiques
des mandataires, donc c'est-à-dire l'âge, le genre, la taille de l'établissement auquel on appartient, le secteur d'activité, etc. Donc, dans cette présentation, on va balayer ces dimensions en les illustrant par quelques chiffres. Tout d'abord, la question du temps alloué au mandat. L'enquête fait ressortir un manque de temps qui peut entraîner des difficultés à concilier son mandat avec son activité professionnelle et moins fréquemment, en ce qui concerne nos répondants, avec sa vie personnelle. 50% des représentants du personnel considèrent ne pas disposer de suffisamment de temps pour exercer leur mandat. Pourtant, ils sont plus nombreux, 64%, à déclarer utiliser leur temps personnel, souvent ou toujours, pour exercer leur mandat. Et ce décalage, il traduit l'importance que prend l'engagement militant dans la vie des individus. Sur cette question du temps, nos répondants se distinguent selon 3 éléments. La taille de l'établissement auquel ils appartiennent, le genre et le nombre de mandats exercés. Dans les plus grands établissements, les représentants du personnel sont plus satisfaits du temps alloué à leur mandat que dans les plus petits. Ils ont cependant plus de difficultés à concilier leur mandat avec leur activité professionnelle et, dans une moindre mesure, avec leur vie personnelle. Et ils déclarent aussi, dans une plus grande proportion, utiliser toujours ou souvent leur temps personnel pour exercer leur mandat. Deuxièmement, les femmes sont plus insatisfaites du temps à leur disposition que les hommes et éprouvent également plus de difficultés à concilier leur mandat avec leur vie professionnelle. Ces résultats ne sont pas surprenants dans un contexte où le temps personnel des femmes est plus souvent contraint dû à l'inégale répartition des tâches domestiques. Et enfin, ce qu'on a appelé les multimandataires, c'est-à-dire les représentants du personnel qui exercent plusieurs mandats, ces multimandataires rapportent plus de difficultés quant à la conciliation du mandat avec la vie professionnelle et personnelle que les représentants du personnel qui exercent un seul mandat. Et en fait, plus le nombre de mandats est élevé et plus les répondants déclarent utiliser leur temps personnel. Si on en vient à la question des moyens alloués au mandat, on voit que la première problématique, c'est celle du nombre de représentants du personnel disponibles pour représenter les salariés dans l'entreprise. La moitié des répondants de l'enquête considèrent que le nombre de représentants du personnel est insuffisant pour exercer les mandats de manière satisfaisante. En creux, en fait, ici, on devine les effets du passage au CSE, d'autant plus que lorsqu'on regarde les répondants les plus insatisfaits de cette question du nombre de représentants du personnel, eh bien, en fait, les plus insatisfaits sont ceux qui avaient déjà exercé un mandat avant le passage au CSE. Et en fait, en 2024, on a 54,6% des représentants du personnel qui avaient déjà exercé un mandat avant le passage au CSE, qui considèrent ne pas disposer de suffisamment de représentants du personnel dans leur entreprise pour exercer leur mandat de manière satisfaisante. Alors qu'ils étaient 42% à répondre la même chose en 2014 et qu'ils sont 42% des répondants primo-mandataires cette fois-ci, donc ceux qui exercent pour la première fois dans l'enquête de 2014. Mais quand on regarde la question des moyens de plus près, on se rend compte que la satisfaction quant aux moyens matériels, cette fois-ci, a elle aussi diminué entre 2014 et 2024, avec 32% des représentants du personnel qui déclarent un manque de moyens matériels en 2024 contre 22% en 2014. Voilà, donc ces deux premiers constats ont fait ressortir des points de tension, mais l'enquête permet aussi de montrer des ressources qui se posent aux représentants du personnel. Et parmi ces ressources, la formation est largement investie
par les représentants du personnel, 70% des répondants qui indiquent avoir reçu une formation sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, et 66% une formation sur les sujets économiques. 87% de nos répondants déclarent avoir une vision claire de leurs prérogatives, et on observe une plus grande proportion de représentants du personnel satisfaits de leur niveau de connaissance en 2024 qu'en 2014. Donc 55% en 2024 qui estiment avoir de bonnes connaissances économiques, contre 32% en 2014, et 70% qui estiment avoir de bonnes connaissances en santé au travail en 2024, contre 62% en 2014. Ici, ce qui est intéressant à noter, c'est que les répondants syndiqués sont plus nombreux à déclarer une bonne perception de leurs connaissances juridiques, économiques et en santé au travail, et sont plus nombreux à estimer avoir une vision claire de leurs prérogatives. Et donc, ce constat, il pose évidemment la question du rôle du syndicat dans la formation et l'accompagnement des représentants du personnel. Cette question, elle se pose d'autant plus qu'une majorité de représentants du personnel déclarent se sentir isolés dans l'exercice du mandat. Et ce ressenti, il concerne une proportion plus grande de répondants en 2024 qu'en 2014. Donc 53% en 2024 qui déclarent se sentir isolés dans leur mandat, contre 39% en 2014. Le sentiment d'isolement, il est important à considérer parce que il peut rendre plus critiques les différentes situations que l'on traverse. Et donc, la question que l'on se pose maintenant, c'est d'où vient ce sentiment d'isolement. Et ce questionnement, il nous a amené à nous pencher sur les rapports sociaux que l'on entretient au cours de son mandat avec tous les acteurs de l'entreprise. Donc que ce soit les salariés, les autres représentants du personnel, les membres de son syndicat, les membres des autres syndicats et la direction dans ses différentes échelles, donc la présidence de son IRP, son supérieur hiérarchique, les services RH, etc. Le premier constat, c'est que 85% des répondants déclarent avoir de bonnes relations avec les salariés. 78% considèrent recevoir le respect attendu de la part de leurs collègues et 69% estiment que les salariés apprécient leurs actions. De la même façon, la majorité des répondants affirment entretenir de bonnes relations avec les autres représentants du personnel et seulement 11% des répondants indiquent ne jamais être en accord avec les autres représentants du personnel ou rarement. Le syndicat apparaît comme une ressource pour les représentants du personnel. 78% ont le sentiment que leur organisation syndicale soutient les actions qu'ils mènent. Et la plupart des représentants du personnel syndiqués déclarent entretenir de bonnes relations avec les membres de leur syndicat. En ce qui concerne la direction, 56% des représentants du personnel considèrent avoir de bonnes relations avec la personne en charge de leur instance représentative du personnel, de leur IRP. 63% avoir de bonnes relations avec leur responsable hiérarchique. Et 55% des représentants du personnel affirment être satisfaits du respect que leur accorde leur direction dans le cadre de leur mandat. Mais dans le même temps, seuls 20% de nos répondants ont le sentiment que leurs propositions sont souvent prises en compte par la direction et une majorité, 54%, des représentants du personnel considèrent que l'exercice de leur mandat nuit à leur carrière professionnelle. Le contexte dans lequel s'exerce le mandat a évidemment un impact majeur sur à la fois l'engagement des représentants du personnel, mais aussi sur ses rapports sociaux entretenus pendant son mandat. Ici, ce qu'on constate, c'est une forte exposition à des situations que l'on a appelées complexes, que ce soit parce que cette complexité est de l'ordre juridique, technique ou émotionnel.
Vous le voyez, 71% des représentants du personnel de l'enquête de 2024 qui disent avoir été confrontés à une situation de violence psychologique au cours des 2 dernières années, 50% qui ont accompagné des salariés en procédure individuelle de licenciement et 35% qui ont subi une réorganisation ayant un impact sur l'emploi au cours des 2 dernières années. Le nombre de situations auxquelles on a été confronté est associé au fait d'avoir pensé à cesser toute activité de représentation du personnel. Les répondants qui ont connu au moins 6 de ces situations sont 20% à penser souvent à arrêter leur mandat, contre 12% des répondants qui ont connu une seule de ces situations. Dans le même temps, on remarque aussi quand même une légère baisse de la prévalence de ces situations entre 2014 et 2024, à l'exception des situations de conflictualité collective et de l'accompagnement de salariés en procédure individuelle de licenciement. L'enquête a permis aussi de constater que l'activité de représentation du personnel s'accompagne de fortes exigences émotionnelles, avec des conflits de valeurs qui peuvent apparaître pour 38% des représentants du personnel, et le fait de devoir cacher ses émotions, parfois ou souvent, pour une grande majorité des répondants, 79%. Voilà, donc je conclus rapidement là-dessus. C'est une enquête qui montre en fait les ressources qui s'offrent aux représentants du personnel dans la prise d'un mandat et qui vont fonctionner comme des moteurs de l'engagement. Le travail en collectif, l'adhésion syndicale, la formation et les relations que l'on entretient au cours de son mandat, notamment avec les salariés. C'est une enquête aussi qui permet de faire ressortir différents éléments qui vont venir en soutien de l'engagement dans un mandat. Des bonnes pratiques, comme des échanges réguliers au sein de la section syndicale ou entre élus en amont et en aval des réunions de CSE, pour favoriser la remontée de problématiques, y compris communes à plusieurs sites, et permettre du coup la mise en place de stratégies ou la formulation de revendications communes. D'autres bonnes pratiques, comme le recours systématique à l'entretien de début de mandat pour prévoir la conciliation entre son mandat et sa vie professionnelle, ou encore la mutualisation des heures de délégation pour éviter la surcharge, ou les tournées et les visites des locaux pour maintenir un contact régulier avec les salariés. Cette enquête a permis aussi de montrer différents types d'organisations des IRP qui vont ici encore agir comme des ressources pour les représentants du personnel dans leur mandat. Donc cette organisation, elle peut passer par une répartition des tâches au sein de son instance selon les spécialisations, les compétences et les préférences de chacun, pour pouvoir alléger la charge de travail en fait et éviter la concentration des sujets sur une personne. Elle peut passer par la création de commissions pour favoriser le travail collectif, et elle peut passer aussi par la désignation de référents pour donner de la visibilité à ces différents interlocuteurs. Les représentants du personnel peuvent aussi compter sur des appuis externes qui peuvent être institutionnels, l'inspection du travail, la médecine du travail, juridiques, les cabinets d'avocats, ou spécialisés comme les cabinets d'expertise. Et enfin, l'enquête fait aussi ressortir quelques outils, des tableaux de suivi et d'organisation des heures de délégation ou des tâches, le code du travail en format digital, les rapports de la médecine du travail, de l'inspection du travail et les rapports d'expertise. Voilà, ces éléments, ce ne sont que des exemples que l'on se propose du coup de mettre en débat ce matin avec vous. Donc on va prendre vos questions. Je vous invite donc à noter vos questions dans le chat, que ce soit des questions de précision sur certaines données que l'on a pu présenter, ou des questions plus générales, ou même partager vos témoignages.
Je vais ouvrir le chat. Alors, j'ai oublié de préciser effectivement, mais le support vous sera accessible à la suite du webinaire. Et vous aurez aussi accès au replay de notre webinaire d'aujourd'hui. On voit une première question. Cette présentation peut-elle être utilisée en réunion officielle dans nos entreprises pour aborder le sujet de nos mandats et des contraintes liées? Est-ce que tu veux... Vas-y, je t'en prie. J'aurais tendance à dire oui, bien sûr. Discuter de la façon dont on vit son mandat avec les différents interlocuteurs de notre entreprise, c'est évidemment toujours une bonne idée, aussi parce que c'est important de visibiliser les conditions dans lesquelles on exerce son mandat, que ce soit auprès des salariés ou de la direction. Après, il y a aussi un travail spécifique qui peut être fait dans les entreprises, hein. C'est-à-dire que là, les résultats de l'enquête sont des résultats généraux. Il peut y avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, ce travail, ça vise à favoriser les échanges, hein. On a proposé une structuration de l'analyse, on s'est proposé d'aborder le mandat des RP sous la forme de l'analyse de leur travail, avec les différentes dimensions que j'ai évoquées en introduction. Et du coup, favoriser les échanges, je l'avais indiqué également, pour identifier en fait des bonnes pratiques qui puissent être diffusées. Donc, des bonnes pratiques, il peut y en avoir dans l'entreprise. On peut se proposer de les généraliser, mais ça peut être aussi à travers une intervention, un groupe de réflexion sur ce sujet, la mobilisation de bonnes pratiques dans d'autres entreprises, et puis également la conduite d'une réflexion avec les élus sur quelles seraient les bonnes modalités de prévention, parce que ça va être des questions spécifiques qui vont se poser dans chaque entreprise. Je prends une autre question sur le fait que la majorité de nos répondants déclarent avoir une vision claire de leurs prérogatives. La personne commente que c'est sûrement lié au fait que ce sont les personnes les plus investies qui ont répondu au sondage. De ce point de vue, effectivement, c'est une question qui se pose avec toutes les enquêtes par sondage, toutes les enquêtes de ce type, d'autant plus que la réponse à ce type d'enquête se fait sur la base du volontariat. Et donc, on a le risque d'avoir deux choses. La première, c'est une surreprésentation des personnes en situation de souffrance. Et la deuxième, c'est une surreprésentation des personnes qui sont les plus investies dans leur mandat, ou les plus engagées. Quand je dis les plus engagées, je veux dire celles qui y passent le plus de temps, y consacrent le plus d'énergie, etc., etc. Néanmoins, c'est un biais qui se pose avec toutes les enquêtes de ce type et qui pour nous est aussi intéressant à considérer parce que on se dit que du coup cette enquête, elle va représenter ou en tout cas dire quelque chose de la situation des représentants du personnel qui sont censés être les mieux dotés ou en tout cas les plus engagés dans leur mandat. Et donc, ce que ça nous dit des représentants du personnel les plus engagés, on peut aussi en déduire, du coup, en creux, ce que ça nous dit de ceux qui le sont moins. Je passe à une autre question. Quelqu'un qui commente, pour compléter le sujet, 2 questions auraient été intéressantes. Les oppositions entre syndicats ont-elles un impact négatif sur votre mandat au CSE? Et sur l'ensemble des élus de votre CSE, quel pourcentage est selon vous actif? Sous-entendu, combien sont là mais ne font rien? Effectivement, c'est un truc qu'on a oublié de préciser en début de ce webinaire, mais ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est seulement quelques premiers enseignements en fait, de l'enquête.
mais c'est une enquête qui est très riche et qui comportait de nombreuses questions qu'on n'a pas fini d'exploiter et pour laquelle on a plein de fils à tirer tout au long de l'année 2025. Et cette enquête, en fait, traite de la question des relations que l'on entretient avec les autres syndicats et avec les autres représentants du personnel. Donc, ici, on a présenté ça très rapidement, mais effectivement, ce sont des questions que l'on a abordées, alors pas forcément formulées de cette façon-là, mais ce sont des questions que l'on a abordées pendant l'enquête et que l'on aura l'occasion de préciser dans nos travaux de l'année prochaine. Je vois une question. Bonjour, pourra-t-on également avoir le détail de l'enquête? Certains chiffres que vous avez mentionnés ne figurent pas dans la présentation. Effectivement, on transmettra et on communiquera encore une fois tout au long de l'année prochaine sur des chiffres plus détaillés que l'on a présentés aujourd'hui, mais que l'on va creuser et approfondir un peu plus pendant l'année prochaine. Donc, on vous invite aussi du coup à vous tenir au courant des publications du CED et de ses CAFI sur ce sujet. Je passe à une prochaine question. Une expertise RPS pour l'ensemble des 85 élus et mandatés est en cours dans notre entreprise. Une fois ce constat fait, que fait-on? Car même les fiches emploi ne reflètent pas cet engagement syndical. Il n'y a aucune valorisation de ce rôle. Effectivement, c'est un gros enjeu dans les entreprises aujourd'hui et pour la qualité du dialogue social en général en France. C'est ce que montre notre enquête aussi. C'est qu'on a du mal à valoriser ce rôle de représentation du personnel, aussi parce que, avant tout, on a du mal à le visibiliser, à visibiliser le travail que l'on fait, que ce soit auprès de la direction ou même parfois auprès des salariés. Notre enquête, elle montre aussi que beaucoup de représentants du personnel ont des difficultés à prendre leurs heures de délégation, en partie parce qu'ils se sentent mal vus par leurs collègues salariés. Donc. Voilà, donc une grande partie du travail de représentation du personnel, c'est bien sûr de visibiliser aussi ce que l'on fait, ce qui est un bon début déjà pour valoriser ce rôle. On n'a pas la réponse complète à cette question, malheureusement. Mais c'est un vrai sujet parce que la valorisation des compétences acquises pendant le mandat, justement, ça fait partie aussi des motifs pour lesquels un certain nombre de représentants du personnel envisagent de jeter l'éponge. C'est-à-dire que derrière, il y a l'idée que la poursuite en fait de leur carrière risque d'être comment dire moins oui, risque d'être entravée ou risque d'être moins valorisante que ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu ce mandat qui a été pris, quoi. Donc c'est un vrai sujet. C'est une question qui est posée dans les débats depuis quand même plusieurs années maintenant. On prend une autre question. Ouais. Par rapport à il y a 10 ans, l'engagement des représentants du personnel a évolué. En termes de projection, comment voyez-vous cette évolution à moyen terme et long terme, sachant que de plus en plus d'employeurs mettent en avant les avantages proposés par le CSE sans y mettre plus de ressources et moyens? Comment voyez-vous cette évolution en moyen terme, long terme? Je pense que personnellement, je pense qu'il y a des choses à faire. Enfin, ça, c'est évident que à la fois
sur l'accès déjà à la formation, sur les moyens, on l'a vu, alors notamment aussi sur les moyens qui sont liés aux représentants de proximité, hein. C'est par ailleurs un travail qu'on a pu faire pour le comité d'évaluation des ordonnances travail. On voit qu'aujourd'hui, un des gros sujets, c'est le fait il y a seulement, je crois, 1 ou 2% des entreprises qui ont mis en place des représentants de proximité, qui remplacent, enfin, qui sont, on va dire, la forme institutionnelle qui avait plus ou moins vocation, je dis plus ou moins parce que c'est pas obligatoire, mais à remplacer les délégués du personnel. Et donc, le fait qu'il y ait de tels trous, en fait, dans la représentation de proximité, ça pose problème, parce que la représentation de proximité, c'est le principal lien avec les salariés, c'est un mandat qui permet une entrée, en fait, justement, dans la représentation. Euh, c'est euh, c'est aussi vecteur de confiance parce que les questions de confiance et de proximité, quand on regarde dans les différentes enquêtes, pas seulement la nôtre, bah, ce sont des questions qui sont liées. Et donc, pour toutes ces raisons, voilà, il y a énormément de choses à faire. Et, je- et par conséquent, il y a des réformes à apporter. Et ça, là-dessus, il y a un manque de volonté politique, mais il y a quelques conclusions quand même un peu claires du comité d'évaluation des ordonnances, puisque la volonté du président Macron était d'évaluer ces réformes. Bah là, on a quand même des conclusions assez claires et il serait bon de mettre en œuvre certaines mesures assez rapidement. D'autant plus que, par exemple, la crise sanitaire a aussi permis de faire ressortir, parfois, côté patronat, y compris, les limites, en fait, qui se posent à cette nouvelle instance. Donc qui venait vraiment juste d'être mis en place, en 2020, mais en tout cas, on a pu confronter cette instance, à «l'épreuve du temps» entre guillemets et à l'épreuve de la crise sanitaire et ça a été l'occasion, la crise sanitaire, de remettre en question, le CSE, où on a vu pas mal de contournements, en fait, de cette instance et de et l'apparition de formes de gestion de la crise qui pouvaient intégrer les représentants du personnel, mais qui ne passaient pas par le CSE. Donc la création de commissions complètement ad hoc, qui avaient un peu le même rôle que le CSE, mais qui n'étaient pas le CSE lui-même. Cette question, elle rejoint celle qui est juste après. Quelles évolutions majeures notez-vous entre 2014 et 2024 et comment les expliquez-vous? Est-ce dû à la réforme? Du coup, on peut peut-être enfin, enchaîner sur cette question-là. Donc sur 10 ans, évidemment, entre 2014 et 2024, on a eu cette réforme majeure du passage au CSE. Ce passage au CSE, il a généralement entraîné une diminution du nombre d'élus, avec une centralisation de la représentation du personnel dans l'entreprise, une, une perte de de moyens pour ces élus, l'absence des suppléants dans les réunions de CSE. Et en fait, dans notre enquête, on voit que si les situations auxquelles sont confrontés nos répondants dans leur mandat n'ont pas tant évolué que ça, en revanche, la perception qu'ils ont de leurs conditions d'exercice de ce mandat, pour le coup, c'est un petit peu détérioré selon les problématiques que l'on aborde. Après, il y a une question sur la validation des acquis. Est-ce que c'est quelque chose qui va être légiféré ou est-ce que c'est encore en discussion? Donc, bah, pour le coup, là-dessus, il n'y a pas de projet véritablement euh, de reconnaître ça de façon généralisée, hein. Il y a eu un rapport, je pense, notamment Jean-Dominique Simon-Poli, qui avait été chargé, je crois que c'était en 2017, de travailler sur ce sujet. Et donc, il avait rendu un rapport à la ministre du Travail et depuis, ça n'a rien passé.
Et pour l'instant, il n'y a pas fondamentalement de projet en la matière. Deux questions d'ordre pratique. Peut-on demander un point en fin de mandat? Oui, tout à fait. Et peut-on inscrire les risques psychosociaux des représentants du personnel dans le DURP? J'ai déjà vu le cas, en tout cas pour ma part. Donc. Il y a une question sur est-ce que les élus démissionnent plus qu'avant là? Ça, je crois qu'on n'a pas d'éléments de comparaison à la fois dans les enquêtes nationales. Enfin, il n'y a pas d'enquête récente au niveau national puisque l'enquête réponse date de 2017, ce qui est quand même donc assez ancien. Et dans la nôtre, on n'avait pas cette comparaison-là par rapport à 2014. Néanmoins, bon, on voit bien il y a des éléments quand même aujourd'hui, je rappelle, 33% des répondants à notre enquête qui n'avaient pas de mandat avant. Et il y en a globalement un sur deux qui envisagent plus ou moins fortement de ne pas se représenter. Et du coup, on en vient à se demander si finalement il n'y a pas une sorte un peu de découragement un peu rapide, quoi. Enfin, avant, il y avait quand même des représentants du personnel qui y étaient pendant plusieurs années. Euh, voilà, il y avait différentes instances, donc potentiellement, il y avait moins de charges qui pesaient sur les personnes. Euh, et du coup, aujourd'hui, on a cette centralisation qui s'opère avec des gens qui ont moins de moyens, qui se retrouvent aussi plus ou moins quand même, enfin, plus qu'avant, sans expérience, puisque je rappelle, un tiers donc n'était pas là avant. Et du coup, enfin, c'est quand même un peu des indices, moi je dirais, qui font qu'en fait on est quand même sur potentiellement une dynamique qui n'est pas tout à fait la même que celle qui pouvait y avoir, même si on n'a pas les chiffres, encore une fois, qui permettent de dire précisément oui, il y a un taux de désengagement et d'émission plus fort. On va arriver, je pense, malheureusement, on peut pas prendre toutes vos questions. On va arriver à la fin de ce webinaire. Un petit mot rapide pour vous informer que, donc, comme je le disais, c'était vraiment les premiers enseignements de cette enquête. Et puis, d'ailleurs, ça répond à quelques-unes de vos questions dans le chat. Mais c'est une enquête qui est très riche, avec beaucoup de questions et que l'on continue d'exploiter à l'heure actuelle. Et donc, juste pour vous informer que l'on a prévu en 2025 des tours de la question, c'est-à-dire des focus sur des sujets spécifiques, par exemple la question de la formation et de son impact sur l'engagement dans un mandat, la question du genre, donc comment est vécu l'engagement selon que l'on est un homme ou une femme, la question de la taille des établissements, donc comment ça se passe dans les plus petits et aussi comment ça se passe dans les plus grands, puisqu'on voit bien que les situations peuvent être très différentes. Et puis bien d'autres à venir. J'ai vu dans le chat des suggestions sur le nombre de mandats que l'on exerce. Ça fait évidemment partie des sujets que l'on va aborder tout au long de l'année 2025. Et potentiellement, parce qu'il y a une question aussi un peu qui porte là-dessus, la question de l'ancienneté, et en particulier des jeunes. Est-ce que les jeunes ont finalement un comportement, une attitude différente des plus anciens? Ça fait aussi partie des questions qu'on peut être amené à traiter. Et enfin, j'apporte une dernière précision, puisque ça fait partie aussi des petites questions là qu'on a vu passer, sur la limitation de 3 mandats successifs. Une personne disait ça va poser des problèmes à l'horizon 2027. Pour information, il y a donc
une négociation interprofessionnelle, notamment sur l'assurance chômage et les seniors, qui a abouti, je crois que c'était la semaine dernière. Donc là, pour le moment, les différentes organisations sont en train de consulter leurs instances pour savoir si elles signent ou pas. Globalement, on s'oriente vers une signature majoritaire des organisations syndicales. Et donc, parmi les mesures instaurées dans ces accords, il y a la fin de la limitation à 3 mandats successifs. Donc, à regarder après concrètement comment tout ça va se traduire, mais a priori, la ministre du Travail a annoncé qu'elle reprendrait quand même le contenu de ces ANI. Donc, à voir après comment ça va se concrétiser, mais en tout cas, c'est plutôt bien parti. Merci, merci pour votre attention. Et puis donc, n'hésitez pas à nous contacter pour davantage de besoins ou de précisions. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup.